À 7h42, bonjour Philippe Aghion. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, le CAE, faites partie de la Commission pour la libération de la croissance française, dite Commission Attali, c'est cela. Oui. Et puis vous êtes également professeur d'économie à Harvard, excusez du peu. Vous publiez avec Alexandra Roulet « Repenser l'État pour une social-démocratie de l'innovation » à la République des idées, aux éditions du Seuil, dans la série de ces fameux petits livres rouges que nous suivons attentivement et que nous mettons aussi en contradiction ou en débat. Tout à l'heure, Brice Couturier se chargera de la chose. Mais je voudrais profiter tout de même, à partir de votre livre, Réflexion sur la place et le rôle de l'État dans l'économie, où vous tentez, entre graphiques et tableaux à l'appui, de tracer une quatrième voie. Je voudrais tout de même vous soumettre quelques questions d'actualité. C'est pas tous les jours que nous avons un professeur de Harvard en studio. Vous avez bien vu ce qui se passe entre le dépeçage de la banque Dexia, le report sans cesse des solutions pour endiguer, contrer la crise de la dette grecque, le départ de Jean-Claude Trichet de la BCE, et puis même, tenez, regardez, le commentaire, j'imagine que vous les connaissez, vous au moins, les 2 prix Nobel d'économie décernés hier à Christopher Sims et Thomas Sargent. Et voici que grâce à ce prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, nous avons la solution. Ils ont expliqué comment la crise de la zone euro était facile à résoudre. Vive les Nobel. Je cite un des 2 prix Nobel qui a expliqué qu'il fallait suivre la voie choisie par les États-Unis pour résoudre la crise budgétaire de ces 13 États fondateurs après l'indépendance en 1776, qui décidèrent de restaurer leur crédibilité en unissant leur budget avec la Constitution de 1787. Bon, décryptage. Oui. Alors, écoutez, donc il y a 2 choses différentes. Je pense qu'ils ont raison de donner l'exemple des États-Unis, parce qu'en fait, au départ, les différents États qui composent les États-Unis se refusaient à mutualiser leur dette, ce qui est l'équivalent de leur dette souveraine, en fait. Et donc, l'histoire des États-Unis, c'est aussi une histoire de la marche vers la mutualisation des dettes. Donc, il y a un parallèle, certainement, avec les processus... Ce qui, politiquement, se traduit par quoi? Par la fédéralisation? Par une fédéralisation. Alors, évidemment, il n'est pas question que l'Europe, que la zone euro se fédéralise autant que les États-Unis, que deviennent un État comme les États-Unis, aussi intégrés. Mais certainement qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience américaine. Cela étant, les travaux de Sargent et Sims qui analysent les causes et les effets en macroéconomie. Donc Sargent a analysé les effets des politiques de long terme, les politiques monétaires et budgétaires, tandis que Sims a analysé plutôt l'effet des chocs sur les variables macroéconomiques, sur l'inflation, sur l'emploi, avec notamment sa méthode VAR, Vector Autoregressive. Disons que les travaux qu'ils ont faits, quelle que soit la qualité de ces travaux, n'ont pas grand-chose à nous dire sur la crise actuelle. Et d'ailleurs, ce qu'ils viennent de dire sur la zone euro et les États-Unis ne procède absolument pas de leurs travaux, en fait. Notre point de vue, ils disent que si l'euro doit survivre, il faudra que la zone euro conçoive une manière de partager les fardeaux budgétaires et de relier la compétence budgétaire à la Banque Centrale Européenne et son rôle de prêteur en dernier ressort. Oui, non, tout ça, ce sont des remarques de bon sens, mais qui n'ont absolument rien à voir avec leurs travaux. Leurs travaux, c'est autre chose. Il y a des méthodes économétriques. Vous n'avez pas l'air totalement subjugué par les travaux en question. Disons que je pense que c'est une macroéconomie ringarde. C'est la macroéconomie d'avant la crise. C'est-à-dire que maintenant, j'espère qu'un des acquis de la crise de 2007, c'est qu'on ne fera plus la macroéconomie comme M. Sargent le propose. C'est-à-dire que maintenant, on mettra les imperfections de marché, notamment les imperfections de marché de crédit et de marché financier, au cœur de la macroéconomie. Et ça, c'est une macroéconomie tout à fait différente de celle que M. Sargent et M. Sims ont fait avancer. Alors, vous parlez de solutions de bon sens. On voit, là aussi, dans la presse, je ne citerai pas tous les articles du jour ou que l'on trouve en ligne, publiés déjà même depuis 3 ou 4 jours, on lit un peu partout, au fond, que finalement, on sait ce qu'il faut faire. Grosso modo, les pays européens, les banques, les politiques, et que personne ne fait rien
alors que la solution est connue pour résoudre la question de la dette grecque. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Et si dans ces cas-là, tout le monde dit qu'on sait ce qu'il faut faire, pourquoi il ne se passe rien et qu'on a encore reporté, vous avez vu, au 23 octobre, le prochain sommet européen? Alors, il y a deux types de choses. D'abord, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a des gens, par exemple, qui voudraient laisser tomber la Grèce, d'autres qui reconnaissent qu'il va falloir pardonner une partie de la dette grecque, effacer une partie de la dette grecque, et donc le coût de cela va devoir être partagé entre les autres pays de la zone euro. Donc il y a certains pays qui sont prêts à en accepter l'idée, d'autres non. Et puis également, même quand il y a accord comme le 21 juillet dernier, ça met beaucoup de temps avant que les accords soient mis en œuvre, et le temps qu'ils soient mis en œuvre... Pour quelle raison? Parce que ça, personne n'y comprend rien. On voit qu'il y a un accord le 21 juillet, pour quelle raison ça met autant de temps ensuite? Parce qu'il faut des ratifications au niveau des différents pays de la zone. Donc, et ça, c'est des processus. Sauf que pendant ce temps-là, l'économie joue contre l'accord passé. Exactement. Et donc, quand la ratification a lieu, on est déjà à une situation qui est plus aggravée et qui nécessite peut-être d'autres mesures plus fortes que celles qui ont été décidées à ce moment-là. Donc on est toujours un peu en train de retard parce qu'évidemment, il y a des grands problèmes c'est la démocratie aussi qui veut ça, mais aussi des problèmes de coordination entre pays de la zone euro. Et un peu le sentiment que pourquoi on devrait payer pour les Grecs, un manque de compréhension aussi de l'importance qu'il y a à résoudre rapidement ce problème. Si on l'avait résolu au début, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et plus on attend, plus l'ardoise est élevée. Donc c'est quoi? Le problème vient d'un défaut du politique? Le problème vient d'un défaut du politique, d'un manque de coordination et de la difficulté. L'Allemagne va passer par une période électorale, nous passons par une période électorale, donc évidemment ça... Les États-Unis passent par une période électorale. Alors les États-Unis... Nous montrant du doigt, menaçant l'équilibre planétaire. Et c'est vraiment une crise des États. La crise actuelle est une crise des États. Et en fait, il y a spéculation financière parce qu'en fait, les investisseurs attendent davantage des États, attendent des États qui prennent des décisions. Or, les processus électoraux dans les différents pays paralysent la décision. Alors, on a parlé également de la situation, vous l'avez vu, de la banque Dexia. Alors il y a quelques semaines, Christine Lagarde, la nouvelle présidente patronne du FMI, était raillée pour son alarmisme. Il faut recapitaliser les banques européennes, enfin les banques françaises. Bon, tout le monde la montre du doigt, disant mais enfin pourquoi ne l'a-t-elle dit plus tôt quand elle était ministre en France? Et puis voici que Dexia, qui n'est pas une banque tout à fait comme les autres, est donc désormais en faillite, va être restructurée. Et on se dit, tiens, finalement, Christine Lagarde n'avait-elle pas raison? Et puis, encore une étape, on dit, oui, mais finalement, si Dexia est dans cet état-là, c'est parce qu'au fond, Christine Lagarde, de son côté, la France a très mal géré cette banque Dexia. Alors là aussi, explication, Philippe Agnew. Voilà, alors on peut pas... la faute n'est pas entièrement imputable à Christine Lagarde. Ce qui s'est passé, si vous voulez, Dexia avait investi, avait un certain nombre d'actifs toxiques, dont avait fait un certain nombre d'investissements qui n'étaient pas toujours très sages dans le passé. Mais ce qui s'est passé maintenant, disons, les choses étaient plus ou moins sous contrôle, mais Dexia s'était également beaucoup impliqué dans les financements des secteurs publics. Et donc, ils avaient beaucoup de dettes souveraines. Et donc, la crise de la dette souveraine, c'est ça qui a précipité Dexia dans le rouge, en fait. Donc ça, on ne peut pas l'imputer à une mauvaise réglementation de Dexia. C'est qu'il y a eu la crise des dettes souveraines. Alors, ce qui est vrai, c'est que, surtout dans sa partie française, Dexia se finançait à très court terme et prêtait à long terme. Vous voyez, et ça représente un problème quand les banques cessent de se prêter les unes aux autres. Et donc les banques se prêtent, on peut avoir ce qu'on appelle mismatch entre les emprunts à court terme et les prêts à long terme. Mais c'est devenu un problème à partir du moment où les banques ne se prêtaient plus. Et donc c'est là que... Mais c'est vrai que c'est plutôt dans la partie française que les imprudences ont été commises, plutôt que dans la partie belge. Dans votre livre, et on peut dire qu'il y a au fond presque une allusion à ce qui se passe avec Dexia, enfin, il y a un rapport sur l'idée que les banques devraient être, écrivez-vous, soumises au principe de politique contracyclique. C'est-à-dire qu'elles devraient prêter davantage aux entreprises lorsque l'économie ralentit. Mais c'est quand même tout l'inverse que l'on voit en ce moment. D'où l'importance de pouvoir... c'est pour ça que pas seulement prêter aux banques, mais prêter aux entreprises. Absolument. Il faut que les banques puissent jouer leur rôle, mais ce n'est pas juste les banques. L'État peut compléter pour faire en sorte que les entreprises ne manquent pas des moyens qui leur sont indispensables pour pouvoir continuer à investir dans l'innovation, dans la formation professionnelle, même en période de récession. Donc il faut que les banques soient capables de pouvoir prêter également en récession. Donc il faut qu'elles se renforcent, d'où l'importance de la recapitalisation. Il faut qu'elles aient davantage
de fonds propres pour pouvoir opérer, même en période de récession, pour avoir comme ça des marges supplémentaires. Alors, est-ce que Dexia, là aussi, est une exception, ou est-ce que vous pensez, comme là aussi on l'entend, que si Dexia tombe, c'est la première à tomber et que donc d'autres suivront? Non, je pense que, disons, je n'imagine pas des grandes banques françaises subir le sort de Dexia je crois qu'il y avait une spécificité d'Exia, c'est-à-dire la superposition beaucoup d'actifs toxiques et d'un investissement massif dans les dettes publiques. Je ne pense pas que les autres banques soient autant sujettes à ce problème-là, mais enfin, évidemment, il faut être vigilant et il faut certainement prendre le problème de la recapitalisation au sérieux. Il y a toute une série de méthodes pour le faire et la France doit s'y atteler. Les autres pays, par exemple, les banques américaines ont davantage de fonds propres. Les banques françaises sont très endettées et manquent de fonds propres. Il faut certainement qu'elles se recapitalisent. Il n'y a pas le feu, mais disons qu'il faut prendre ce problème très, très au sérieux. Et c'est à l'État de s'en occuper ? C'est aux banques, disons que c'est à l'État et aux banques. Les banques doivent prendre ça au sérieux et puis l'État peut prêter son concours, notamment en prenant des dettes juniors, par exemple. L'État a des différents moyens d'aider les banques à se recapitaliser. Qu'est-ce qu'une dette junior, pardon ? C'est-à-dire que l'État prête aux banques et c'est des prêts qui ont qui sont un petit peu, qui sont seniors, disons, qui sont repayables avant que les actionnaires des banques soient repayables. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, nous, on vous prête, mais on passe avant les actionnaires de la banque. Donc, vous stoppez vous payez pas de dividendes, on passe avant. Et avec ces prêts, vous recapitalisez, vous augmentez vos fonds propres. Vous avez suivi l'actualité de la primaire citoyenne socialiste, Philippe Aghion. Vous avez été, vous, du côté des Ségolène Royal à une certaine époque. Est-ce que vous commentez, et comment commentez-vous l'arrivée en tête de François Hollande ? Est-ce qu'elle est, au fond, pour vous, la victoire des idées social-démocrates que vous semblez plutôt défendre dans votre livre, Philippe Aghion ? Alors c'est pas très clair parce que en même temps, il a une avance sur Martine Aubry, mais l'avance est moins grande que prévu. Et donc la première surprise, c'est que Martine Aubry a fait un score aussi bon. On disait 23%, elle est arrivée à 31%. Et puis, vous avez Montebourg qui fait 17 et qui, lui, n'est pas sur ce genre d'idées. En tout cas, n'est apparemment pas. Peut-être qu'il y a des convergences qu'on peut trouver. Mais donc, si vous voulez, au bout du compte, c'est pas clair. Si c'est plus la tendance, disons, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, quatrième voie, ou si c'est plutôt celle, disons, d'une gauche plus traditionnelle. Donc le débat de demain va être très intéressant et plus généralement, et de se voir qu'est-ce qui va prévaloir à gauche. Est-ce que c'est l'idée qu'il faut quand même se moderniser, faire un peu comme les sociodémocrates suédois, scandinaves, ou danois, et on sait que ça marche très bien. Ou est-ce que alors c'est les idées plutôt protectionnistes qui vont l'emporter. Et donc et le débat n'est absolument pas tranché. Le débat, il est quoi au fond entre un certain Arnaud Montebourg qui pourrait reprendre les vieux slogans du Parti socialiste de changer la vie, où il est du côté de François Hollande qui serait plus jospinien avec un État qui ne peut pas tout, avait dit Lionel Jospin. Ça se joue là-dessus. C'est vrai qu'à part, on peut dire qu'il y a une apparente contradiction. Ce qui est vrai, c'est que chez Montebourg, Montebourg exprime des préoccupations. C'est-à-dire que la mondialisation a fait naître des nouveaux risques. Le risque de perdre son emploi à cause des délocalisations, les risques environnementaux, les risques macroéconomiques sont beaucoup plus grands qu'avant. Et on n'a pas su assurer les gens contre ces risques. Les entreprises, les particuliers sont mal assurés. Donc les gens ont peur. Et donc, si vous voulez, il se fait l'écho de ces craintes tout à fait légitimes. La question est de savoir comment répondre à ces craintes. Une manière, c'est de dire on se soustrait à la mondialisation. Mais est-ce véritablement une option ? Est-ce qu'on connaît un seul pays qui a une forte croissance, qui s'est soustrait à la mondialisation ? L'autre moyen, c'est de mettre en place des mécanismes d'assurance, de protection, comme l'ont fait les Danois ou d'autres pays, pour résoudre ces problèmes. Voilà, ce sont ces modèles auxquels vous référez dans le livre, la Suède, le Danemark, la Norvège. C'est vers là qu'il faut regarder. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a de très bonnes... Même l'Allemagne, dans certains aspects, c'est-à-dire que ces pays ont montré qu'on peut à la fois rétablir ses équilibres budgétaires et en même temps permettre la croissance et en même temps se débrouiller très bien dans l'économie mondialisée et amener beaucoup de justice sociale. Donc justice sociale, croissance et équilibre budgétaire.
8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. C'est l'heure de votre chronique et du débat avec vous, sous toutes les coutures. On appellera ça comment repenser l'État sous toutes les coutures. Repenser l'État sous toutes les coutures, puisque Philippe Aghion nous y invite. Alors, voilà mon idée, Philippe Aghion. Avant-hier, pas hier, durant les 30 Glorieuses, c'était le gouvernement qui fixait les prix, il fixait les taux d'intérêt, il encadrait strictement la progression des salaires, il décidait de la progression de la masse monétaire, une planification plus ou moins rigoureuse orientait les investissements vers les secteurs qui étaient désignés comme stratégiques par le gouvernement. En cas de crise, on mettait en œuvre des politiques, comme on disait, contracycliques, c'est-à-dire qu'on injectait du pouvoir d'achat pour relancer la production à travers un soutien à la consommation. Il faut dire que le chômage, à l'époque, était d'autant plus mal toléré qu'il était très rare. Nous vivions dans un monde relativement prévisible où les emplois étaient stables, où il n'était pas rare d'accomplir la totalité de sa carrière dans une même entreprise ou dans la même administration. Il faut dire aussi que la plupart des métiers n'exigeaient que de faibles compétences. Les entreprises, elles pratiquaient ce qu'on appelait l'intégration verticale. Tout était produit sur place dans des usines énormes où étaient regroupées des masses de salariés aux statuts et aux fonctions clairement définies. L'action syndicale dans ces conditions était facile. Et puis surtout, dans ces conditions, l'État était une machine énorme, mais relativement facile à piloter. Les gouvernants disposaient d'une large palette d'instruments dont la fiabilité avait fait ses preuves. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, la mondialisation, l'intégration européenne, la régionalisation et puis tout simplement la modernité ont sapé les bases de cet État à la française, colbertiste et jacobin. On a commencé à lui dire, comme Roger Fourou il y a 10 ans, souvenez-vous, notre État, qu'il s'était momifié, tandis que la société, elle, courait au galop. Je reprends les expressions de Roger Fourou à l'époque. Le désir d'autonomie individuelle, relayé par les nouvelles technologies, a rendu les aspirations plus difficiles à saisir et puis surtout à satisfaire. Anthony Giddens a théorisé pour Tony Blair dans les années 90 un état d'accompagnement personnalisé. Il lui fixait pour objectif de maximaliser le potentiel de chacun en amont et non plus de veiller à une équitable redistribution des fruits de la croissance. Il appelait à offrir des opportunités à tous, à redéfinir l'égalité comme inclusion dans une nouvelle société multiculturelle et surtout il considérait la formation, l'activation des chômeurs sous l'angle du capital humain, ce qu'on appelait le capital humain. Ça, c'était les années 90. Comme ce message, Philippe Aghion, semble lointain aujourd'hui, en 2010. C'est qu'entre-temps, la crise s'est abattue sur nos vieux pays post-industriels hors notre État, malgré ses lourdeurs, ses coûts, ou peut-être malgré eux, s'est révélé plus protecteur que bien d'autres. Même The Economist s'est mis à vanter nos amortisseurs sociaux. La France a moins souffert que des pays considérés comme plus modernes, tels que l'Irlande ou la Grande-Bretagne qui nous étaient donnés comme modèle à l'époque. Or, les solutions que vous nous proposez, Philippe Aghion, malgré ce que vous en dites, ressemblent assez furieusement à un programme de troisième voie. Flexi-sécurité à la danoise, système scolaire à la finlandaise, fiscalité à la suédoise. Vous voulez nous mettre à l'école de ces États nordiques ou aux États-providence allégés. Ce n'est pas étonnant de votre part, puisque Marc Vinchet le répétait tout à l'heure, vous avez été l'un des principaux conseillers de Ségolène Royal. Or, l'ex-candidate de la gauche face à Nicolas Sarkozy déclarait à l'époque, je vous le rappelle, et vous étiez sans doute pour quelque chose, je la cite, « Cela ne me gêne pas d'afficher mon adhésion à certaines des idées de Tony Blair ». Nous étions en 2006, depuis il y a eu la crise et une demande de sécurité et de protection qui tend à supplanter la demande d'autonomie et d'innovation. Et puis, comme on le sait depuis dimanche, le message de Ségolène Royal qui passait pour novateur est devenu difficile à déchiffrer, brouillé. D'où ma question, Philippe Aghion, est-ce que vous ne vous trompez pas d'époque ? Voilà, Philippe Aghion, je rappelle, Philippe Aghion, professeur d'économie à Harvard. Alors écoutez, donc je réponds sur cette... Vous êtes un Tony Blair qui se cache. Voilà, donc est-ce que je suis un Tony Blair qui se cache ? Effectivement, comme Giddens l'avait fait en son temps, on veut réconcilier et il faut réconcilier l'égalité des chances, les idéaux du socialisme et l'économie mondialisée, qui est une nécessité, on n'y échappe pas. Donc
Donc là, ça c'est disons un point commun. Mais il y a quand même des différences importantes entre ce que nous proposons dans le livre Repenser l'État et le blairisme. D'abord, nous proposons de redonner, nous voulons un État qui est beaucoup plus volontaire. D'abord, on veut un État qui investit dans l'innovation, dans la croissance, dans l'économie de la connaissance, et en particulier dans la politique industrielle. On veut redonner les lettres de noblesse à la politique industrielle, mais avec une gouvernance adéquate qui permette à la politique industrielle de gagner en transparence et en efficacité. Attendez, je vous arrête tout de suite, Philippe Aguillon. Comment retrouver un niveau d'investissement sérieux lorsqu'on a un déficit structurel aussi élevé que le nôtre ? C'est bien gentil de dire il faut investir dans des secteurs qu'on a choisis, mais quand on n'a plus d'argent. Absolument. Alors comment fait-on pour réconcilier des investissements ciblés dans certains postes importants comme l'éducation primaire secondaire, on en parlera peut-être tout à l'heure, la politique industrielle, et en même temps avoir une discipline budgétaire, il y a deux moyens importants. Le premier d'abord, c'est qu'il y a des secteurs, des domaines où on peut faire des économies. C'est évident qu'il y a des fois que, par exemple, les progrès de l'informatique permettent d'éliminer des niveaux de gouvernement. On a parlé à un moment donné, est-ce qu'il fallait éliminer les départements, avoir juste les régions et les communes. En tout cas, le débat est posé. Il était posé dans la commission Attali, d'autres l'ont. Et donc là, il y a certainement des marges d'économie à faire. Et d'autres pays l'ont fait, le Canada, l'Italie, etc. Donc ça, il y a, grâce au progrès de la technologie, notamment de l'information et de la communication, on peut faire des économies importantes. Non, parce qu'une bonne partie des candidats de gauche nous disent qu'il faut alléger l'État, la facture est trop lourde parce qu'on doit diriger des investissements supplémentaires vers l'industrie, vers l'éducation et vers la recherche. Mais ils ne nous disent jamais dans quel secteur on va prendre cet argent. Alors je pense qu'il y a... Les coupes budgétaires, ça sera où ? Voilà. Alors moi je pense que c'est dans l'administration, c'est-à-dire qu'on peut éliminer des niveaux administratifs. Donc ça c'est une voie, ça prendra du temps. Mais là je pense qu'il y a des économies importantes à faire. L'autre c'est qu'on peut mieux gérer la gouvernance. On peut gouverner, et c'est ce que montre par exemple l'exemple suédois. Ils ont réformé leur système de santé. Il est tout aussi performant qu'avant, mais il fonctionne mieux en le décentralisant en partie. Ils ont trouvé différentes, en mettant différentes pharmaceutiques en concurrence. Par exemple, on paye trop cher nos médicaments en France parce qu'il y a trop de positions de monopole. Donc là, il y a des sources d'économie importantes. Donc je pense qu'on peut, et en même temps, rationaliser. Donc, mais l'autre volet, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'il faut en France faire la réforme fiscale. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est qu'en France, il y a des gens qui ont des très hauts revenus qui payent que 20% d'impôts, où les grosses firmes payent très peu d'impôts parce qu'elles arrivent, grâce aux niches fiscales, à échapper largement à l'impôt. Et vous avez une solution qui est très simple, c'est la solution suédoise, c'est 30% sur tous les revenus du capital et une progressivité forte sur les revenus du travail. C'est une solution claire et suppression de toutes les niches fiscales. Eh bien, l'idée, ça serait de supprimer toutes les niches fiscales, d'avoir une imposition très progressive. Alors, on parle de fusion CSG, impôt sur le revenu, pourquoi pas, d'avoir une assiette très large de l'impôt sur le revenu, une très grande progressivité de l'impôt sur le revenu et un impôt sur le capital semblable à ce qui se fait dans les pays nordiques, étant donné que, par ailleurs, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur la fortune qui déjà taxe le capital. Donc, le capital, il est déjà taxé au titre de ces impôts-là. Donc, on ne peut pas taxer le capital en termes de revenus du capital exactement comme on taxe les revenus du travail, puisque le capital est déjà soumis, lui, ou à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur la fortune. Donc, et donc, on se dote d'une fiscalité comme elle est dans les pays nordiques ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Et ça marche très bien. Ça donne un bon rendement de l'impôt. Parce que qu'est-ce qu'on attend de l'impôt ? Un bon rendement pour financer les investissements de croissance. En un temps, une redistribution, parce qu'il faut que les gens aient le sentiment que l'effort est partagé. Et on veut une fiscalité qui ne désincite pas l'innovation. On ne veut pas traiter les rentes de l'innovation et les rentes improductives de la même manière. Donc il faut une fiscalité moderne qui tient compte du fait que l'innovation est une activité différente de la spéculation, par exemple. Alors Philippe Aguillon, un des paradoxes de la situation que nous vivons en ce moment, c'est que nous avons un État qui absorbe une part du PIB bien plus élevée que dans les 30 Glorieuses et que nous avons le sentiment d'être moins bien protégés qu'à cette époque. Je rappelle qu'au milieu des années 60, en plein État-providence, en plein 30 Glorieuses, la dépense publique représentait 35% du PIB. Au milieu des années 80, elle atteint 50% du PIB et depuis cette date, nous sommes constamment au-dessus des 50%, 55, 56. Alors comment se fait-il qu'on a un État qui nous coûte de plus en plus cher et qui nous protège de moins en moins ? Philippe Aguillon. Oui, écoutez, je crois que parce qu'on n'a pas su trouver les bonnes manières, les bonnes manières de protéger. Par exemple, le Danemark a mis en place ce système de flexi-sécurité, c'est-à-dire de dire voilà, on permet aux entreprises
on leur donne plus de liberté à l'embauche et au licenciement, mais en même temps, évidemment, si elle licencie trop, il y a un malus qui s'applique. Hein. Mais en même temps, quand quelqu'un se retrouve au chômage, eh bien, il reçoit une grande partie de son salaire, presque tout son salaire, et un soutien à la formation très très fort, et pour l'aider à rebondir. Donc, par exemple, ce système de flexi-sécurité, qui est un mélange donc de flexibilité, mais en même temps de très bonne indemnisation du chômage et de formation très sérieuse, ça, c'est un système, et on sait que là où il a été mis en place, eh bien, les gens ont un plus grand sentiment de sécurité de l'emploi. Et en même temps, le taux de chômage est plus faible. Et l'inégalité de taux de chômage entre les juniors et les seniors est moins grand. Donc, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. En France, il n'a pas été mis en place. Et qui fonctionnent bien, donc, Suède, Danemark, Norvège. Danemark, surtout. Enfin, le Danemark a été le premier à... Et alors, eux l'ont fait par ce système de flexi-sécurité, qui est de dire, donc, j'aide à retrouver un emploi, j'aide à rebondir. Et donc, ça, c'est on appelle un peu la flexibilité externe, c'est-à-dire aider la flexibilité d'une entreprise à une autre. Les Allemands, eux, ont fait plus par la flexibilité interne, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai dialogue social, des syndicats très représentatifs, qui permet d'arriver à des accords emploi-salaire, qui permettent aussi de résoudre le problème. Moi, je crois qu'il faut un mélange de flexibilité externe et de flexibilité interne. Il faut les deux. Et en fait, dans le livre, on propose d'aller vers les deux. Dans votre livre, il y a un chapitre intéressant, d'autant plus aujourd'hui qu'on apprend et on sait qu'il y a plusieurs organisations syndicales qui appellent à manifester contre la rigueur. Donc, la question des syndicats. Vous insistez évidemment sur l'idée qu'il faut des syndicats très forts et une démocratie sociale rénovée avec justement la question des syndicats. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, et depuis un long moment, il y a un déficit de dialogue social et de représentativité des organisations syndicales qui pourraient peser sur ces questions, justement, je ne sais, de flexi-sécurité, mais en tout cas de sécurité? Absolument. Et comment on restaure cela? Comment on recrée la force des syndicats? La force des syndicats. Donc au Danemark, il faut savoir que les taux de syndicalisation, par exemple, de 70% en Danemark, il est de 8% en France. Vous voyez, on est très en deçà de la moyenne des pays d'Europe du Nord, notamment. Donc comment on pousse à la syndicalisation? D'abord, il faut lutter contre les discriminations salariales à l'encontre des employés syndiqués. Donc il y a eu des études qui ont montré que dès qu'un employé en moyenne, les employés syndiqués sont pénalisés de point de vue de leur salaire pour être, et pas parce qu'ils travaillent moins, indépendamment du fait qu'ils ont d'autres activités également, ils sont pénalisés. Donc ça, il faut lutter contre ça. Dans certains pays, on associe certains services ou prestations à l'adhésion syndicale. On peut y réfléchir ensemble. Par exemple, en Belgique, les syndicats gèrent l'assurance chômage. Et puis, je crois qu'il faut vraiment promouvoir la présence de représentants de salariés dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance. Ça se fait très très couramment en Allemagne, en Suède, au Danemark, et ça se fait très très peu en France. Donc, et il faut que les syndicats soient ou présents directement dans toutes les entreprises, ou en tout cas qu'il y ait des comités d'entreprise partout qui puissent bénéficier d'assistance syndicale. Et c'est là que en France, eh bien, on est très très loin de compte. À cause de ces 8% dont vous parlez. Oui, et puis à cause aussi d'une culture, enfin, je veux dire, très anti-syndicale. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une énorme méfiance à l'égard des syndicats. Alors peut-être on peut dire qu'il y a une méfiance des syndicats à l'égard du patronat, mais il y a une histoire en France de confrontation très forte entre employeurs et employés. Et puis on a 8% de syndiqués et 8 centrales syndicales. Donc je dirais, il y a un caractère un peu ridicule. Nicolas Sarkozy, parmi les réformes qui s'était engagé à promouvoir, avait voulu en particulier rationaliser l'offre syndicale pour obliger les syndicats à se regrouper. Jusqu'à présent, on n'a rien vu dans ce domaine. Mais je voudrais passer à un autre sujet parce qu'il est central dans votre bouquin. C'est la question des politiques industrielles. Oui, alors ça, c'est quand même vital parce qu'on voit bien qu'une bonne partie de la campagne électorale de l'année prochaine va se faire autour de ce thème des politiques industrielles. À droite comme à gauche. On entend évidemment qu'il faut réindustrialiser la France. Oui, mais alors, attention, on sait comment ça se passe. La droite nous a fait le coup, enfin, disons, les partis néo-gaullistes nous ont fait le coup en général des champions des champions nationaux. Par exemple, vous êtes absolument contre. Voilà. Vous êtes absolument contre les champions nationaux parce que vous dites que ça crée des atmosphères de corruption et de collusion entre les élites politiques et administratives et les élites. Vous allez trop vite là. Attendez, on va se calmer un peu. Attendez. Qu'est-ce qu'un champion national ? Qu'est-ce qu'un champion national, Brice? C'est à vous que je pose la question. Non, c'est plutôt à Guillon. Voilà, les champions nationaux, vous savez bien, c'est ces grandes firmes nationales qui occupent la totalité d'un secteur comme ADF, EDF, Areva, qu'en plus les politiques essaient de regrouper systématiquement parce qu'il faut le champion national. Vous êtes contre, pourquoi?
Si vous voulez, parce que je crois beaucoup dans les vertus de la concurrence. On sait que la concurrence favorise l'innovation et la croissance. Il y a eu de nombreuses études, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, d'autres l'ont fait également. Donc je crois qu'on a raison de promouvoir la concurrence. Mais en même temps, au nom de la concurrence, il y a un peu une opposition de principe, notamment des autorités européennes, de la Commission européenne, à toute forme de soutien au secteur, donc qu'on appelle politique industrielle. Parce que ça distord la concurrence entre États européens. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, non, on peut réconcilier politique sectorielle et politique de concurrence. Et comment vous faites ça? Au lieu d'aider une seule entreprise dans un secteur, vous dites à toute entreprise dans le secteur, j'aide toutes les entreprises dans le secteur. Et donc vous maintenez la concurrence, vous renforcez la concurrence dans un secteur, mais en même temps vous poussez le secteur. Et donc je pense qu'il faudrait, même au niveau européen, qu'au lieu d'avoir un a priori contre toute forme de politique sectorielle, on la juge sur pièce. On dit, bon, ok, vous l'essayez, nous on veut qu'elle augmente la concurrence et qu'elle la réduise pas, eh bien on vous juge sur pièce. C'est-à-dire qu'on juge a posteriori et pas a priori sur un plan purement légalistique. Et donc c'est tout un changement de culture qu'il faut se faire opérer en Europe sur comment juger politique sectorielle. Enfin, cela dit, pour juste rester sur cette question-là et avoir un exemple concret. Pendant que tout de même, et vous avez raison Brice, on entend ça et là, à gauche comme à droite, qu'il faut réindustrialiser la France, on voit bien qu'en Lorraine, ArcelorMittal ferme ses hauts fourneaux et qu'en matière d'industrie, et malgré ses promesses, lui étant au pouvoir, Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire grand-chose. Qu'est-ce que la gauche pourrait faire de mieux dans ces circonstances si elle était au pouvoir ou si elle proposait le protectionnisme comme le souhaite Arnaud Montebourg? Oui, alors justement, donc je ne propose pas du tout qu'on vienne... Il y a des secteurs porteurs, il y a des secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Donc il faut qu'il y ait des critères bien définis. On sait que par exemple les secteurs, disons, où on emploie des travailleurs qualifiés, des secteurs dynamiques, on les connaît, les secteurs qui portent la croissance, c'est les énergies nouvelles, c'est le numérique, c'est la biotech, enfin j'ai un certain nombre de secteurs où on avait des positions très très fortes en France, on les a perdues un peu, et il faut les regagner. Donc je pense qu'il y a des secteurs, et donc il faut pousser dans ces secteurs porteurs. Donc ça c'est une chose. Maintenant, il y a des secteurs qui sont plus des secteurs d'avenir, où peut-être il faut, là, on est obligé peut-être de se désengager petit à petit. Donc, je dis pas ça veut pas dire la politique industrielle qu'il faut garder même des secteurs qui sont plus des secteurs porteurs. Après tout, c'est Mauroy et la gauche qui a fermé les mines. Après tout, c'est la gauche et avec Mauroy qui a fermé les mines de charbon. Oui, tout à fait. Donc on peut sacrifier certains secteurs industriels. Alors il y a certains secteurs, mais alors parce qu'ils sont plus concurrentiels. Absolument, mais il faut à ce moment-là recycler. Il faut avoir des politiques pour recycler les travailleurs vers les nouveaux secteurs. Donc il faut avoir des politiques complémentaires. Mais c'est très important d'avoir parce que vous savez la politique industrielle, pourquoi c'est important? Parce que les Chinois en font de la politique industrielle. Les Allemands, en fait, ils en font. Sous couvert de dire on aide les Länder d'Allemagne de l'Est. Et ceux qui n'en font pas se débrouillent très mal dans la crise. Et vous savez ce qui s'est passé en Europe du Sud? Ils ont laissé la spécialisation aux seules forces du marché. Et ils ont tout mis dans l'immobilier, avec les bulles et les effets de bulles qu'on connaît. Ou l'Angleterre a tout mis dans le secteur financier, avec les effets catastrophiques qu'on connaît. Donc on sait que c'est pas bon de ne pas avoir de politique industrielle. Il faut une politique industrielle et lutter contre la désindustrialisation en France. Donc en cela, Montebourg exprime des préoccupations justes. Le problème, c'est comment on y répond. Et on peut y répondre d'une façon moderne, qui est compatible avec la concurrence et qui est de nature à infléchir la position des autorités européennes. Mais est-ce que, alors dans ces cas-là, tout de même, on ne se heurte pas à quelque chose que dénonçait ici votre ami désormais Jean-Claude Michéa, Brice Couturier, à savoir que, certes, on parle de désindustrialiser, de former les gens à autre chose. Enfin, on ne parle plus des métiers des gens. Comment voulez-vous qu'un sidérurgiste d'ArcelorMittal aujourd'hui ait envie d'aller faire de la broderie en Normandie pour les usines de chez Vuitton? Enfin, il y a quand même un souci là. Comment on fait? Mobilité, très bien, flexi-sécurité, mais comment on s'y prend? Là, aujourd'hui, vous avez des gens en Lorraine qui vont être sur le carreau, comme on le dit vulgairement. Oui. Vous leur dites quoi? Recyclez-vous à 50 ans oui, mais alors dans la couture du sac à main pour dames. Enfin, mais par exemple, le secteur... Alors là, il peut y avoir un rôle du secteur public. On peut dire dans certains emplois, on peut imaginer des possibilités de reconversion dans d'autres types d'activités. Par exemple, en Allemagne, beaucoup de gens, à l'âge de 50 ans, se recyclent dans d'autres choses. Dans des activités d'utilité publique, localement, etc. Et donc ça se fait beaucoup en Allemagne et dans d'autres pays. Donc il n'y a pas de raison qu'en France on n'y arrive pas. J'en profite pour préciser, Brice, que la vidéo, évidemment, des matins de France Culture avec Jean-Claude Michéa est toujours consultable et qu'elle bat des records puisqu'on est à 15 000 consultations depuis 3 ou 4 jours. Brice ça fait plaisir dans la mesure où il s'est fait assassiner par Le Monde des Livres la semaine dernière. Philippe Aguillon, vous n'êtes pas seulement un porte-parole de certains courants modernistes, disons, du PS ou proche du PS, vous êtes surtout un très grand économiste connu de manière internationale. On le disait, vous êtes prof à Harvard depuis longtemps. En tant qu'économiste, vous êtes
spécialisé dans des travaux sur les politiques de croissance. C'est vraiment votre spécialité. Or, il faut se souvenir que l'année prochaine, notre croissance à nous en France va être absolument désastreuse. Elle va très certainement, d'après les derniers chiffres, être inférieure à 1%. Il y a même des agences qui parlent de 0,1%. Or, les calculs du gouvernement et ceux du Parti socialiste pour définir son programme de gouvernement de l'année prochaine, misait sur 1,7%. Il était bien évident qu'avec une croissance à 1,7 ou une croissance à 1 ou à 0,1 comme celle qu'on risque fort d'avoir, eh bien les prévisions se trouvent absolument invalidées et que la dette va galoper beaucoup plus vite. Alors qu'est-ce que vous recommandez à un gouvernement de gauche, puisque ce sont vos amis Philippe Aghion, de faire pour rétablir une croissance raisonnable, disons celle comparable avec les meilleurs pays d'Europe, les Allemands, les Suédois, etc. Ou les Polonais, tiens, qui n'ont pas eu une seule fois une baisse de croissance pendant toute la crise. Philippe Aghion. Oui, alors le défi, donc, c'est qu'il faut évidemment... On s'est engagé à un retour vers l'équilibre budgétaire. On doit, quels que soient les mauvais chiffres de croissance que nous avons, nous devons tenir nos engagements. Nous perdrions notre crédibilité si nous ne le faisions pas. Donc on doit tenir cet engagement. D'ailleurs, je suis en faveur de la création. 2013. Oui, absolument. Et je suis en faveur de la création d'un comité budgétaire indépendant, comme il y en a en Angleterre ou dans d'autres pays, ou dans des pays du Nord, justement, pour justement s'assurer que les prévisions sont des prévisions justes et que les calculs sont basés sur des bonnes prévisions. Donc d'où l'importance d'avoir des comités budgétaires indépendants. C'est peut-être ça qu'une réforme constitutionnelle pourrait faire. C'est créer ce comité. C'était une proposition qui a été portée par des candidats aux primaires, d'ailleurs, notamment, qui n'a pas, je ne suis pas sûr que c'était repris par la majorité actuelle. Je ne sais pas si l'idée du comité monétaire du comité budgétaire indépendant a été repris, me paraît très importante. Mais en même temps, la réforme fiscale est fondamentale, parce que c'est la réforme fiscale qui va permettre de dégager ces fonds. Et là, on a une marge. On n'est pas la Grèce. En Grèce, on ne peut pas taxer. Mais en France, on peut, si on élimine les niches, nous on pense en éliminant les niches fiscales, on peut facilement avoir 20 milliards d'euros de revenus supplémentaires. Donc ça, c'est quand même, on peut faire quand même pas mal de choses avec ça. Donc ça, c'est ça qui nous permettrait de financer des investissements de croissance, parce que nous ne devons pas renoncer aux investissements de croissance, notamment l'éducation primaire, secondaire, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, ou les soutiens aux PME et la politique industrielle dont je parlais tout à l'heure. C'est fondamental. Et donc il faut réconcilier les deux. Et la réforme fiscale est indispensable. Ça devrait être la première mesure que prendra un gouvernement de gauche, mais une fiscalité intelligente, comme on l'évoquait tout à l'heure. Leïla Dakli. Oui, alors moi je suis pas du tout économiste, alors j'entends ce que vous dites, mais à la lecture du livre, j'avais effectivement, on l'a dit d'une certaine manière, une vision de vous comme un économiste moderniste, comme on n'en fait plus, j'allais dire, d'une certaine manière. Et du coup, je voulais vous demander quand même ce que vous considérez, vous tenez pour acquis un certain nombre de notions qui sont aujourd'hui quand même discutées, à commencer par celle de croissance, et vous avez aussi une vision de la démocratie qui est un peu implicite. Vous dites que la démocratie est bonne pour la croissance. Alors dans les deux cas, il y a deux mots qui me semblent avoir des implicites derrière que je suis pas sûre de bien saisir, dans la mesure où par exemple certaines nouvelles démocraties ont pu avoir leur note dégradée en devenant démocratie, dans la mesure où on peut penser que la croissance n'est pas calculée de la manière la plus juste ou la plus adéquate à l'économie d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez, pensez, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement on fonctionne sur un système qui, comme il est, peut être amélioré et marche bien ? Philippe Aghion. Alors voilà, oui. Alors sur la notion de croissance, c'est vrai qu'il y a eu les économistes de la décroissance qui ont dit voilà, finalement la croissance, surtout dans la mesure où maintenant elle passe par l'innovation. C'est-à-dire avant, on a eu pendant les 30 Glorieuses, la croissance c'était surtout en imitant des technologies plus avancées. On est en régime de rattrapage. Et maintenant, nous sommes, disons qu'on a épuisé les ressources du rattrapage. Maintenant, c'est les pays émergents qui en fait, croissent à travers le rattrapage. Nous, c'est l'innovation qui doit nous pousser. C'est ça ce qui nous permet de faire mieux que les pays émergents. Nous avons des coûts du travail plus élevés que dans les pays émergents. Notre seule façon de nous en tirer, c'est d'innover. Donc, mais malheureusement, la croissance par l'innovation, c'est une croissance où il y a beaucoup de création et de destruction d'emplois, où on change d'emploi souvent. Et donc, on dit, voilà, écoutez, est-ce qu'on veut de cette croissance-là qui détruit des emplois, qui soumet à toutes sortes de risques? Est-ce qu'il ne faut pas s'y soustraire? Mais le problème, c'est que sans la croissance, eh bien, on peut pas payer les systèmes de santé. La santé coûte de plus en plus cher. Les retraites, avec le vieillissement de la population, ça coûte de plus en plus cher. Sans la croissance, un point de croissance en moins,
ça rend beaucoup plus difficile de pouvoir rien que préserver les acquis sociaux. Vous voyez, donc, or, nous sommes attachés à nos acquis sociaux. Donc, on n'a pas, c'est pas que c'est un choix. Pour pouvoir les financer, on a besoin de croissance. Est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser d'autres choses en termes concrets? Alors, absolument. Donc, il y a différents types de croissance. Moi, je pense dans la croissance aussi qu'il y a la croissance verte, par exemple. Je pense qu'il faut stimuler la croissance verte, c'est-à-dire la croissance, la réconcilier avec l'environnement. On parlait tout à l'heure des systèmes de flexi-sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les gens vivent le passage d'un travail à un autre comme quelque chose de qualifiant, que la mobilité soit qualifiante et au lieu d'être précarisante. Donc, on veut que... Donc, donc, justement, à travers les mécanismes d'assurance dont je parlais tout à l'heure, on peut rendre l'expérience de l'innovation et de la croissance comme quelque chose de stimulant pour l'individu, au lieu d'en faire un sujet d'angoisse pour l'individu. Donc, et également, il y a l'aspect de l'inégalité, c'est-à-dire qu'il y a des pays où la croissance va avec un très fort degré d'inégalité, et puis il y a les pays d'Europe du Nord où la croissance va de pair avec un grand... Donc, on peut redistribuer. Oui, on légifère rarement sur l'angoisse, quand même. Écoutez, je pense que quand les Danois ont mis en place ce système de flexi-sécurité, eh bien, ils ont su traiter. À mon avis, ça a eu un effet très important. Et d'ailleurs, les indices le montrent. Le sentiment de sécurité de l'emploi est beaucoup plus important. 73% des Danois considèrent que leur emploi est sûr, contre 54% des Français seulement. Donc, vous voyez, on peut traiter l'angoisse par la réforme, justement. Et alors, la deuxième chose, la démocratie. Oui. Pourquoi c'est important la démocratie ? D'abord, la démocratie est un bien en soi, c'est évident. On veut la démocratie pour elle-même. Voilà. On veut la démocratie pour elle-même. Mais par ailleurs, si vous voulez, elle est importante aussi d'un point de vue économique parce que je parle d'un État qui doit cibler ses investissements. On ne peut pas investir partout. Il faut donner la priorité. L'éducation, l'emploi, la flexi-sécurité, la politique industrielle. On ne peut pas investir dans tous les domaines. Certains secteurs, pas d'autres. Si vous n'avez pas la démocratie, alors rien ne garantit que cibler l'investissement, ça ne se traduit pas par le copinage. Le ciblage devient copinage. Là, vous Pour éviter que le ciblage devienne copinage, il faut un contrôle des gouvernements. Il faut des médias indépendants, une justice indépendante et une évaluation des politiques publiques. Or, sur ces trois plans-là, la France est très en retard sur les autres pays d'Europe du Nord. Nous avons des médias, beaucoup de grands médias ne sont pas indépendants, ils sont détenus par des conglomérats qui ont des contrats publics. Deuxièmement, la justice, c'est l'exécutif et le président de la République qui nomme les juges, les procureurs, on le sait. Donc, et donc, il n'y a pas de raison. Ça pourrait tout à fait être le Conseil national de la magistrature qui le fasse, ou d'autres, en tout cas qu'il soit soumis à un veto, peut-être, qu'il y ait davantage, que ce ne soit pas juste l'exécutif qui nomme. Et il y a beaucoup d'autres pays où ça se passe justement de manière plus démocratique, pour avoir une vraie indépendance de la justice. Et troisièmement, les politiques sont vraiment évaluées. Et là, on est très loin de compte. Non, juste, je pensais que dans le reste du monde, la croissance s'accommodait fort bien de l'autoritarisme et de l'absence de démocratie. La Chine, évidemment, est le modèle absolu. Et il semblerait que, malgré tout, il y a des formes d'évaluation de la croissance qui donnent une prime plutôt à la stabilité par rapport à des risques pris en démocratie ou à difficultés de la démocratie. Alors, ma réponse est la suivante. Quand on est en régime de rattrapage, on sait ce qu'il faut faire. Tout le monde doit faire un peu la même chose. Donc, on peut fonctionner un peu comme une armée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ou une armée, on dit, voilà, on fait tous pareil. C'est vous qui le dites. Hein. Voilà. Alors, j'en sais, je dis pas qu'il faut le faire. Je suis pas en train de vous dire la Chine a raison de ne pas être démocratique. Je pense qu'elle elle va aller vers la démocratie. Mais disons qu'on peut fonctionner en économie de rattrapage. D'ailleurs, la Chine n'est pas un pays totalement non démocratique. Il y a ce qu'on appelle il y a des évaluations, mais elles se font autrement. Parce que c'est un... Voilà. Mais... c'est ce qu'on appelle la sélectocratie. Voilà, c'est encore autre chose. Mais quand on est une économie de l'innovation, l'innovation, c'est l'invention. Donc, il ne peut pas y avoir d'invention sans liberté. L'innovation, c'est des nouvelles entreprises et des nouvelles idées qui arrivent tout le temps. Si vous avez l'autocratie, eh bien, ça empêche les nouvelles idées d'arriver. Ça empêche les nouvelles entreprises d'arriver sur le marché parce que l'État protège les entreprises en place. Vous voyez, donc l'innovation a besoin de démocratie. C'est vrai au niveau d'un pays, c'est vrai au niveau des entreprises. Il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que les entreprises plus décentralisées sont beaucoup plus innovantes. Parce que la vérité n'est pas détenue par une personne. N'importe qui peut avoir une idée. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Vous voyez, l'innovation a besoin de la démocratie. Voilà, c'est une. Or, nous sommes maintenant la croissance en France au stade de développement où elle est, c'est l'innovation. Donc, c'est pour ça que nous avons. C'est une raison de plus pour laquelle la démocratie est importante. Mais encore une fois, la démocratie, elle est importante en elle-même. Je ne vais pas vous expliquer qu'il faut la démocratie uniquement parce que nous sommes une économie de l'innovation.
Philippe Aghion, voici arrivé Thomas Cluzel qui a le coup d'œil. Bonjour Thomas Cluzel. Bonjour. Votre coup d'œil sur les pages débat du Figaro, le mal-être et le néant. Oui, chronique désabusée signée Yves de Kerdrel ce matin. Drôle d'époque que celle-ci, dit-il, drôle d'époque que celle qui voit des milliers de jeunes Américains pleurer la mort du patron d'Apple comme s'ils venaient de voir disparaître une rockstar, et d'autres milliers de jeunes Américains défiés à quelques centaines de mètres de là sous les colonnes de Wall Street en espérant défiler sous les colonnes de Wall Street en espérant voir s'effondrer le temple du capitalisme. Drôle d'époque également que celle qui voit des États impuissants, endettés, immobiles, sommés de se réformer par des entreprises devenues sinon apatrides du moins mondiales. Et puis drôle d'époque enfin que celle qui voit les chefs d'État américains, français, allemands ou britanniques préparer leur éventuelle réélection sans projet, mais partout avec des opposants démunis en matière d'idées neuves, de propositions ou de programmes. Non, décidément, face au mal-être ambiant, écrit le chroniqueur, il ne semble exister nulle part la moindre conviction, une ligne directrice, une force de pensée et des idées, de vraies idées. L'Europe vacille, mais personne finalement ne sait dans quelle direction aller. L'économie occidentale s'apprête à renouer avec la récession, mais personne ne sait comment éviter de tomber dans le gouffre. L'Europe d'abord. Y a-t-il aujourd'hui une voix capable de s'élever pour dire ce qu'il faut en faire dans un sens ou dans un autre, interroge-t-il. Faut-il pousser plus loin l'intégration ou bien au contraire maintenir une Europe des nations? L'État ensuite. Que n'a-t-on pas entendu après la crise de 2008 sur le nécessaire et providentiel retour de l'État? Or, 3 ans plus tard, eh bien, la plupart des grands États sont-elles l'albatros de Baudelaire, maladroit et honteux? Jamais l'État souverain, régalien et régulateur n'a été aussi nécessaire, mais jamais il n'a été aussi dépourvu de moyens et surtout de vision. L'entreprise également n'est pas mieux pourvue. Bien sûr, les groupes industriels et financiers continuent d'engranger les bénéfices, mais ils n'ont aucune réponse à apporter au mal-être général. Enfin, il y a ceux qu'on appelle les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, les intellectuels, les enseignants, les politiques aussi. Leur discours est aussi pathétique, écrit le chroniqueur, que le programme des socialistes français, aussi déconnecté du monde réel. Comme durant l'entre-deux-guerres, il se déroule une sorte de trahison des clercs qui permettent à un vieil ambassadeur bouffi d'orgueil de se promener sur tous les plateaux de télé en criant « Indignez-vous » ou qui laisse certains économistes en mal de notoriété plaider pour une démondialisation. La France des Lumières, conclut Yves de Kerdrel, celle des inventeurs et des prix Nobel mérite mieux que ce néant, ce renoncement et cette accablante nostalgie. Il ne faut pas s'étonner, dit-il, de vivre dans une société de méfiance, quand plus personne n'émet la moindre idée ou ne fait preuve de conviction sur les grands défis du moment, quand l'idée la plus partagée semble être de se changer les idées pour oublier que nous n'en avons pas. Merci Thomas Cluzel. Un commentaire, une réaction à cette chronique Philippe Aghion. Je précise aussi, pour vous mettre à l'aise, que la page juste avant, il y a une recension extrêmement positive de votre livre dans le Figaro, qui se termine ainsi. Aux puristes libéraux, cet ouvrage pourra paraître trop partisan. Philippe Aghion est l'un des conseillers de Ségolène Royal. Bon, il faut le mettre au passé. Mais le lecteur curieux de se forger une opinion sur les politiques publiques appréciera la clarté des démonstrations et l'originalité des analyses sur l'incitation à l'innovation. Donc, écoutez, moi je crois il faut que les politiques se saisissent des idées nouvelles, mais des idées il y en a. Je crois qu'il y a, alors bon, je sais pas, dans ce livre on essaie de proposer justement, voilà, une voie à suivre qui n'est pas la 3e voie de Giddens, qui est une 4e voie. Et donc, et puis en fait il y a des pays qui, sans théoriser ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays d'Europe du Nord? Ils ont eu la crise bancaire des années 90. Ça les a obligés à réagir à cette crise. Donc, ils se sont dotés de réglementation des banques et ils ont compris l'importance de l'équilibre budgétaire et en même temps, ils ont poursuivi des politiques de croissance et ils ont compris qu'il fallait que l'effort soit partagé et que donc il y ait la justice sociale pour que tout cela puisse se faire. Et ils ont évidemment compris l'importance du dialogue social et de la démocratie. Donc, si vous voulez, de manière pragmatique, les propositions dont je parle dans ce livre ont été mises en œuvre par des pays qui devaient réagir à l'urgence dans les années 90. Donc, les idées... Philippe Aghion, la dernière question. Juste pour conclure. La Suède en particulier a fait ses réformes au début des années 90 qui ont été extrêmement douloureuses mais très bien négociées parce qu'elle était au bord du gouffre. Il faut savoir qu'à l'époque, la situation de la Suède en matière de dette publique, d'endettement, de déficit public était encore pire que la nôtre aujourd'hui. Beaucoup d'économistes disent la France n'est pas encore descendue jusqu'au fond de la piscine et c'est pour ça qu'elle n'a pas trouvé les forces pour rebondir. Nous ne sommes pas encore au gouffre.
Est-ce qu'il faudra y être réellement, être dans la situation grecque alors, pour que nous nous réformions enfin? C'est ce que dit Jacques Attali dans l'Express. Jacques Attali dans l'Express dit, au fond, il faut peut-être que tout s'effondre, quoi, qu'on aille jusqu'au bout de la crise. Et on n'y est pas loin, là. On en est pour pas très repartir loin, de là. zéro. Écoutez, moi, je trouve la situation assez sérieuse quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on soit au bord d'un gouffre ? Au fond de la piscine. Je pense qu'on n'en est pas loin. Le titre de la chronique de Jacques Attali, c'est « Levez-vous vite, orage désiré ». Mais disons, ce qui serait bien, c'est qu'il y a prise de conscience que nous sommes au bord du gouffre avant que nous soyons complètement au fond du gouffre. Donc ce que j'espère, c'est que d'ici juin 2012, etc., il y aura une prise de conscience des politiques qui doivent être menées et qu'il y aura un sursaut, je pense que notamment européen, vers davantage d'intégration pour pouvoir sortir de cette situation.